If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. I'm not family. No. Your cargo. And I believe, 'cause I can see our future days. Days of you and me. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle review, le rendez-vous du lundi de Last of Us épisode 4. Un épisode assez calme, le calme avant la tempête, mais vous verrez que dans la structure de son épisode, que ce soit au niveau du développement des personnages, voire même de nombreux clins d'œil et de nouveautés effectivement propres à la série, c'était plutôt pas mal, c'était même carrément réussi. Mais avant toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter, faire une pause, ça c'est Gérald de Padmas, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il faut que j'arrête d'écouter des chansons de... Putain, j'ai vraiment 800 ans, c'est terrible. Avant toute autre chose, petite information très importante, à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas si ça aura un impact sur Amazon Prime, mais l'épisode de The Last of Us de la semaine prochaine ne sera pas dimanche, mais vendredi soir, donc 2 jours en avance. Pour des raisons de Super Bowl, HBO a décidé évidemment de décaler son épisode. Ça aurait fait évidemment descendre les audiences, hein, puisque le Super Bowl, c'est la grande fête du football américain. Donc forcément, qui dit Super Bowl dit épisode décalé, non pas plus tard, mais plutôt au vendredi. Est-ce que, effectivement, on pourra regarder nous aussi l'épisode dès le samedi matin ou dès le vendredi tard dans la nuit? Ça, c'est une bonne question. Encore une fois, à l'heure où je tourne cette vidéo, Amazon n'a pas réagi là-dessus. À mon avis, ça devrait suivre l'heure US sans trop de problèmes, hein. Je vois pas vraiment pourquoi ce serait pas le cas. Dans tous les cas, ça ne changera rien à la critique. Elle arrivera lundi prochain. Le live arrivera lundi prochain. Donc pour votre petit rendez-vous du lundi, ça ne change rien. Par contre, est-ce que l'épisode, on aura le temps de s'en délecter, de le savourer, de le voir plusieurs fois avant peut-être les lives et les vidéos? Ça, l'avenir nous le dira. Retour maintenant sur l'épisode 4 de The Last of Us. Un épisode, comme je le disais, assez calme, mais dans sa structure, dans les rapprochements entre Ellie et Joel, dans le fait de vouloir se recentrer vraiment sur ce duo qui a, pour une fois, un temps d'antenne vraiment très fort. Et c'est là que, aussi, justement, par le prisme de nombreuses petites séquences qui vont arriver crescendo tout au long de l'épisode, on va les voir de plus en plus se lier d'amitié, se lier de compassion, se lier vraiment d'empathie, d'affection. On aura, comme The Last of Us l'indique avec Craig Mazin et Neil Druckmann, aussi de nombreuses nouveautés qui vont nous permettre d'élargir un petit peu, justement, l'éventail de The Last of Us. Et on va partir, justement, structurer cette critique un petit peu comme je l'ai imaginé tout au long, ou comme je l'imagine Druckmann et Mazin ont tenté de le faire, avec, dans un premier temps, la formulation du road trip. On a, pour une fois, puisque si les épisodes précédents le donnaient déjà quelque peu, là on est vraiment beaucoup plus structuré autour du road trip entre Joel et Ellie. Les plans larges, voilà, énormément de décors, que ce soit luxuriant ou parfois désertique. J'ai trouvé ça très intéressant aussi qu'on commence l'épisode dans un univers beaucoup plus sec, beaucoup plus chaud et aride, ce qui n'était pas forcément le cas, je crois, ou très peu dans les jeux Last of Us et Last of Us 2, c'était beaucoup plus la forêt, etc. Là, pour le coup, effectivement, on commence dans des zones arides. Preuve que Druckmann et Mazin savent qu'on traverse l'intégralité ou presque des États-Unis et qu'on doit aussi varier les décors. Et au fur et à mesure de ce road trip, on va aussi peut-être réconcilier ceux qui avaient été un poil déçus lors de l'épisode 3, même si moi je l'ai trouvé excellent. Ça pour le coup c'était légitime, des gens qui étaient peut-être un peu déçus de ne pas retrouver certaines scènes emblématiques avec Bill notamment. Là on retourne sur des références et vraiment un clin d'œil et un respect extraordinaire pour le jeu, encore une fois au dialogue et à la réplique près. Je peux penser notamment évidemment à l'utilisation musicale de Hank Williams, la cassette qu'ils vont mettre dans la voiture, qui est la même que dans le jeu, voilà, ambiance un petit peu country, etc., qui coïncide vachement bien en plus avec l'environnement désertique. On va avoir le livre de blagues d'Ellie, récupéré par Riley, etc. Voilà, ça on le verra probablement, à mon avis, dans l'épisode centré sur elle. Mais le livre de blagues que Ellie va continuer à faire à Joel, les séquences dans la voiture avec le calendrier, ou en tout cas le magazine, un petit peu, voilà, érotique gay, où elle va faire la même vanne du style « Putain, mais comment il peut tenir sur ses 2 jambes avec un engin pareil entre les cannes ?» Pour finir par les fameuses pages collées et le regard gêné de Joel, qui est l'un des moments cultes du jeu, refait pratiquement à l'identique. Enfin voilà, on a, encore une fois, ce nombre de références qui sont extrêmement pertinentes et qui sont plutôt bien vues, justement, pour la continuité narrative de leur rapprochement. Faut savoir que c'est un épisode où là, les deux vont beaucoup plus se livrer l'un à l'autre, que ce soit Joel qui va parler de son frère,
notamment justement de son appartenance aux Lucioles, puis le fait qu'il ait quitté les Lucioles, un petit background sur avant la pandémie avec son rôle de soldat. On parle d'ailleurs de Tempête du désert, qui était une opération américaine contre l'Irak dans les années 90, que le film Jared illustre d'ailleurs, hein, j'étais content. C'est là qu'on se rend compte que Tommy a vécu l'enfer très jeune, a priori, donc il va beaucoup plus se livrer. Ellie se livrera beaucoup plus, elle aussi. Elle garde son côté espiègle. On a toujours ce rapport un petit peu entre Joel qui est très bourru, voilà, très costaud, il faut accomplir la mission. Il lui dit d'ailleurs, t'es qu'une cargaison, t'es pas de la famille. Et puis Ellie qui est beaucoup plus espiègle et puis beaucoup plus nuancée, si j'ose dire, qui reste une enfant, donc qui a aussi ce côté un petit peu enfantin. Mais là, elle se permet aussi des choses beaucoup plus adultes, notamment vis-à-vis du revolver, etc. Et aussi, pour la première fois, montrer des zones de faiblesse, des zones d'ombre. Elle n'a pas envie de beaucoup discuter de certaines choses avec Joel parce que c'est de l'ordre du privé. Elle se laisse un petit peu aller, il y a des phases qui sont beaucoup plus touchantes entre les deux, et c'est ça qu'on voulait dans la série. Et c'est justement aussi amené par quelques petites références. On peut voir par exemple dans l'épisode que par rapport aux blagues, Joel au début ne veut pas les entendre. Vers la moitié de l'épisode, on avance, encore une fois, dans cette thématique de rapprochement entre les protagonistes. Cette fois, il va deviner la blague. À la fin de l'épisode, il va même en rire de la blague. Et il va y avoir un vrai moment de complicité. On peut regarder, ne serait-ce que par ces 3 blagues qui sont faites au fur et à mesure de l'épisode, que les personnages vont beaucoup plus se livrer, et ils se livrent par aussi le prisme de ces références-là. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien vu, je trouve, dans la narration. On peut le voir aussi d'un point de vue plus dur et plus violent. Là, on était dans l'enfantin, là, on va arriver dans l'adulte avec le flingue, où elle a peut-être ce côté un petit peu curieux, glauque, curieux, un petit peu quand même morbide, où elle va sentir l'arme, etc. Parce qu'on sent que c'est peut-être un gage de puissance pour elle, on sent qu'elle se sent puissante, elle se sent adulte. Enfin, il y a aussi cette curiosité un petit peu malsaine, mais où elle va se retrouver face à l'arme. Elle a l'arme, le symbole de l'interdit, elle va blesser quelqu'un, sauver Joel, et à la fin de l'épisode, finalement, il va lui rendre et lui expliquer comment on s'en sert, etc. et même lui faire tenir correctement. C'est ce genre de procédé, par une arme, par une blague, par un dialogue, qui vont voir que peu à peu, les deux protagonistes vont véritablement se lier de plus en plus d'affection, d'empathie, et c'est tout ce qu'on voulait finalement dans The Last of Us, dans des épisodes comme ça. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un épisode de transition ou un épisode filaire, mais plutôt un épisode utile et primordial pour qu'ils parviennent à communiquer, se comprendre et donc devenir ce duo implacable de Last of Us, et justement mis en scène à la perfection, parfois comme je le disais au plan près, par rapport à certains cadres qu'il pouvait y avoir dans le jeu. Je pense notamment aussi à la séquence où ils vont se faire attaquer par des milices locales. C'est pas la Fedra, c'est pas les Lucioles, c'est une petite milice, voilà, c'est des mercenaires du coin qui tentent de survivre. C'est exactement, quasiment les mêmes plans, jusqu'au pick-up qui va finalement rentrer dans une sorte... Alors là, j'ai l'impression que c'est une laverie, je me souviens plus exactement dans le jeu vidéo, mais qui va rentrer, voilà, dans un espèce de commerce, et puis les personnages vont les attaquer. Enfin, on est quasiment au plan près, voire même carrément au plan près, sur des idéologies propres à The Last of Us, preuve encore une fois de la fidélité et du respect total qu'ils ont. Mais la chose qui est intéressante, c'est qu'on va encore une fois aller plus loin, puisque là où justement on va découvrir des milices, on ne les a pas uniquement de l'œil d'Ellie et Joel, c'est-à-dire des PNJ qu'il va falloir flinguer à droite à gauche. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup, mais il y en a moins dans la séquence d'action avec Joel que dans le jeu original, mais on apprendra surtout qu'ils sont contrôlés, ou en tout cas qu'ils sont jusque maintenant guidés par une personne qui s'appelle Caitlin. Alors pour moi, c'est Rose dans Mon Oncle Charlie, hein, voilà, j'adore cette actrice, mais pour moi, ça restera Rose dans Mon Oncle Charlie, c'est une évidence. Caitlin, qui est la meneur, justement, qui va tuer son médecin parce que son médecin ne veut pas révéler certaines informations ou ne les a pas à propos d'un certain Henry et Sam, qu'on découvre évidemment à la fin de l'épisode, que cette Caitlin, justement, recherche. Et tout ce background est intéressant parce que là où dans le jeu, bon bah voilà, on connaissait un peu la Fedra, les Lucioles, beaucoup plus les Lucioles, mais c'était très peu développé sur les petites milices locales qu'on peut rencontrer. Là, effectivement, on va aller dans l'envers de la chose. On va presque aussi montrer qu'il y a des protagonistes qui meurent de la main de Joel, de la main future de Ellie, effectivement, qui sont appréciés par les milices qui sont là, qui sont peut-être pas forcément méchants, qui prennent des choix parce que c'est des choix qu'on leur demande de faire, et quand on retrouve leur corps mort, on se doute bien qu'il y a beaucoup de personnages, justement dans la communauté de Caitlin, qui sont tristes d'apprendre leur mort, et ça, je trouve que c'est intéressant de voir l'envers de la chose, parce que c'est quelque chose que faisait notamment beaucoup de Last of Us 2, je ne dirai rien pour éviter les spoils, mais vis-à-vis du personnage d'Abby, par rapport aux conséquences qu'avaient fait Joel et Ellie dans Last of Us 1 et même dans certaines scènes de Last of Us 2. Donc je trouve que contrebalancer un petit peu ça et montrer le point de vue des milices qui ne sont jamais développées dans Last of Us 1, c'est intelligent, c'est intéressant, ça va permettre d'avoir peut-être, pourquoi pas, une structuration d'histoire vis-à-vis d'Henry et Sam encore plus complexe. On les voit à la fin de l'épisode et je peux vous dire que c'est
possiblement ce qui me rend le plus curieux, moi, dans l'intégralité de la saison. Et vraiment, ce que j'ai le plus envie de retrouver, c'est les arcs narratifs et tout ce qui se passe autour d'Henri et Sam, parce que je trouve que c'est tellement puissant, tellement riche, tellement parfait en fait dans la structure narrative et dans les scènes d'action et dans les décors, etc. qu'on va retrouver. On peut parler aussi de décors, on a beaucoup de plans larges, luxuriants au début de l'épisode. La reconstitution de la ville à la fin de l'épisode, notamment quand ils vont faire face à cette milice locale, etc., elle est parfaite, c'est délabré, ça suinte, la photographie est beaucoup plus chaude, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Mention spéciale au teasing, je suppose, d'un colosse par un sol tremblant et la peur crescendo du bras droit de Caitlin, ça c'est très fort pour la suite. Et voilà, montrer cette milice, montrer l'envers, si tu veux, des ennemis qui sont pour le coup pas tant que ça filmés comme des ennemis, mais comme des hommes et des femmes qui ont été dupés, qui cherchent Henri, qui cherchent Sam. C'est pertinent parce que ça va encore une fois élaborer le lore de The Last of Us. En tout cas, la haine de Caitlin envers la Fedra, sa vengeance vis-à-vis de son frère, Henri, etc. Moi, ça me hype plutôt bien. Ça va encore une fois restructurer The Last of Us sur quelque chose qui est, comme on l'a vu dans cet épisode, très respectueux, mais aussi, parfois, dans des libertés, là peut-être infime pour beaucoup, mais qui sera probablement très intéressant par la suite. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue. Un épisode assez court, il faut le rappeler, 45 minutes, voilà bon, 42 minutes hein, si tu retires effectivement le générique. C'est le plus court jusqu'à présent, vu ce qu'ils nous ont proposé, étant donné que c'est quand même beaucoup de road trip, et puis beaucoup de narration, et puis effectivement beaucoup de dialogue pour se découvrir. Je pense que c'est relativement normal. À mon avis, les prochains seront plus longs. Il me semble que l'épisode 5 aura une durée d'à peu près 1 heure. Donc 1 heure, honnêtement, sur Henri et Sam, c'est pour moi ce qu'il faut, largement. Je suis même très curieux de me dire, est-ce qu'Henri et Sam auront droit à un seul épisode ou est-ce qu'on les verra un peu plus par la suite? Parce que là, épisode 5, 6, 7, 8, 9, on a encore l'intégralité de l'hiver, on a encore les passages à l'université, on a encore les passages probablement aussi au printemps. Alors je sais pas s'ils vont tous les régler, mais là on va commencer peut-être à manquer d'épisodes, à voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, peut-être un poil court, manque un peu d'action sur la fin, pas le plus grandiose des 4, sorti jusqu'ici évidemment, mais tout de même efficace et qui promet pour le prochain. Mais en tout cas, on sait très bien qu'on répondra présent parce que, une fois n'est pas coutume, c'était quand même très bien. J'adore le lundi, voilà, je vous le dis. Au jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...